Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Edouard Nyansounou. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette émission Notre Histoire. Nous recevons Yelindo Patrick Wessou, professeur titulaire des universités, enseignant au département des sciences de l'éducation et de la formation. Il est l'actuel vice-recteur chargé des affaires académiques. Yelindo Patrick Wessou, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Je précisais votre titre et on profite pour annoncer qu'avec vous, nous allons parler de l'histoire de l'éducation au Bénin et en Afrique, l'éducation apportée aux Africains. Je cite un de vos propos que nous avons recueillis. Quiconque oublie son passé est appelé à le revivre. L'éducation, pour beaucoup comme vous, c'est ce système-là qui est introduit en Afrique pour arriérer l'Africain, pour effacer sa mémoire. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Effectivement, quiconque oublie son histoire est appelé à le revivre. Et en fait, c'est une forme de périphrase que j'ai aussi faite pour reprendre une citation de Cheikh Anta Diop qui disait tout simplement que quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme. Et ce n'est pas faux parce que vous voyez que au niveau justement de notre système éducatif dont vous parliez, s'il y a des disciplines qui ont stratégiquement été occupé par l'ancienne puissance colonisatrice, c'est bien la discipline de l'histoire. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Je voudrais, dans ma démarche, vous proposer la lecture d'un certain nombre de textes pour être concret, pour qu'on constate ensemble qu'en fait, lorsqu'on lit avec un peu plus d'attention nos différents manuels, les ouvrages qui nous sont donnés, et qu'on refait un peu l'histoire de l'éducation, surtout l'histoire des manuels scolaires, on se rend compte que tout y était pour justement effacer en quelque sorte notre mémoire, comme vous le disiez si bien. Je vous propose la lecture d'un petit paragraphe contenu dans les actes du Forum national sur le secteur de l'éducation, qui a été publié en 2007. Et à la page 8, les rédacteurs rappelaient dans les actes du Forum national sur le secteur de l'éducation en 2007, je le reprécise, ils rappelaient un texte d'Abdou Moumouni, qui lui-même l'avait écrit en 1964, et cela sur le système éducatif. Alors, il disait précisément ceci. Les programmes et les manuels de l'époque montrent que tout dans l'enseignement visait à convaincre le jeune Africain de l'infériorité congénitale du noir, de la barbarie de ses ancêtres, de la bonté et de la générosité de la nation colonisatrice qui mettait fin à la tyrannie des chefs noirs, a apporté la paix, l'école, le dispensaire, etc. C'est particulièrement en histoire, et pour cause, que se faisait sentir l'entreprise de falsification et de mystification dans les formations du jeune Africain par l'enseignement colonial. Combien d'Africains se souviendront toute leur vie des mensonges et contre-vérités qu'ils ont récités sans rien y comprendre? Nos ancêtres les Gaulois, chantons les chefs assis braves qui prirent Samori. Plus de fer, plus d'esclaves. À nos vainqueurs, merci. Dans ces colonies, la France traite les indigènes comme ses fils. Ce sont là quelques petits bouts de phrases qu'on nous inculquait à force de répétition, de manière pédagogique donc, pour que nous soyons convaincus que nous n'avons rien apporté par le passé à l'histoire, à l'humanité, que avant le contact avec le colonisateur, nous étions barbares, et que c'est le colonisateur qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc voilà un texte qu'on retrouve, qui est repris dans le Forum national du secteur de l'éducation et qui annonce bien comment le système éducatif peut avoir aidé au nettoyage de notre mémoire. Le système éducatif a aidé, disons. Oui. Et quand on entre maintenant dans les manuels scolaires, dont je souhaiterais pouvoir vous lire aussi quelques morceaux, vous comprendrez comment en fait sur le plan de la formation, parce que l'éducation, l'école, l'éducation, le système éducatif consiste en fait à former les citoyens d'un pays. Et quand vous formez des citoyens d'un pays dans un sens donné, eh bien, vous obtenez une certaine manière de penser collective qui peut être bénéfique pour le colonisateur et pas bénéfique pour le colonisé. Donc, dans le cas d'espèce, pour le coloniser. Et quand pendant des années, depuis le bas âge, on nous a modelé à être convaincus d'un certain nombre de réalités qui n'ont pas été, d'un certain nombre de faits qui ne sont pas réels, ben, vous vous doutez que une fois adulte, il est parfois un peu difficile d'admettre que le modelage qu'on a subi toute sa vie
est à reprendre. D'accord. Et ça, c'est par le fait des manuels scolaires. On peut y aller dans les textes que vous voulez nous proposer, les manuels en question. Dans une émission antérieure sur une autre chaîne, j'avais déjà cité, peut-être pas dans le même exercice que celui que vous me proposez, mais j'avais déjà cité un certain nombre de textes. Et donc, je voudrais ici peut-être citer un ouvrage qui a été fort connu et fort apprécié, comme celui de Mamadou Ebineta. Je vous donne quelques exemples et vous allez voir comment est-ce que la notion de guerre et de paix sont présentés dans un ouvrage comme Mamadou Ebineta. Voici ce qu'on peut lire dans la version de 1939 aux pages 97-98. Juste un petit morceau, je cite. « Autrefois, les Noirs ne pouvaient vivre en paix dans leur pays. À tout instant, des guerriers cruels arrivaient, brûlaient les villages et les récoltes, tuaient les habitants ou les emmenaient comme esclaves. Maintenant, le cultivateur est sûr de récolter tranquillement le fruit de son travail. Le berger ne craint plus de voir ses bêtes. Les mères ne tremblent plus pour la vie de leurs enfants. » Si on doit faire une analyse très rapide de ce texte, on vous montre tout simplement que, avant l'arrivée de la colonisation, c'était vraiment la barbarie, d'où le texte d'annonce que je vous ai lu contenu dans les actes du forum. Avant l'arrivée du colonisateur, c'était la barbarie. Et depuis l'arrivée du colonisateur, c'est un peu la paix retrouvée. Vous voyez que quand on vous a convaincu de ça toute votre vie, vous ne remettez jamais en cause ce que l'école a pu vous apporter par la suite. Mais est-ce que c'est faux qu'on venait brûler les champs des paysans et tout? Présenter comme ça, ce n'est pas restituer l'histoire dans ses moindres détails. Ce n'est donc pas vrai. Parce que ce ne sont que des morceaux choisis d'épisodes mineurs de notre histoire. Quand on éduque une nation, quand on éduque des enfants qui demain doivent tenir une nation, il est vrai qu'il ne faut pas angéliser la formation. Mais pour autant, il ne faut pas passer le temps à ne zoomer que sur des faits mineurs que l'histoire de ce pays-là ait pu connaître. Il faut rappeler les faits plutôt glorieux. Il faut rappeler plutôt les prouesses dont les gens ont été capables. Il faut rappeler tout ce qui permet à l'enfant de se sentir fier d'être qui il est et de grandir. C'est ainsi que l'on procède dans tous les autres manuels scolaires ailleurs. Mais ici, en Afrique, pendant longtemps, on a insisté sur ces éléments négatifs dont la plupart ne sont de toutes les façons pas toujours vrais. Parce que quand vous lisez d'autres documents, vous vous rendez compte que l'Afrique n'était pas cet espace-là inculte. Pour reprendre les termes de Victor Hugo, l'Afrique n'était pas cette terre brute que les Occidentaux sont venus découvrir. Bien au contraire, nous avions déjà des villes, nous avions déjà des mairies, nous avions déjà de la police et tout un tas d'éléments qui montrent qu'il y avait une civilisation. Mais on n'en parle pas. Permettez-moi de vous lire toujours dans ce même Mamadou Ebineta un autre petit texte et vous verrez comment on a construit notre envie de toujours penser que dehors c'est toujours mieux. Mais avant d'aller là, je voudrais vous proposer cette précision pour les champs qu'on brûle souvent, qui est dit là. On a reçu des historiens, notamment Dieudonné Niamakou, sur l'histoire de l'esclavage. Pour ceux-là qu'on a reçus, c'est surtout les Européens, les instigateurs de ces manœuvres, parce que il fallait intimider, pour qu'on brûle les terres, pour qu'on les apporte des captifs. Je reconnais bien le très grand historien Niamakou là, parce que même cette parenthèse de notre histoire sur l'esclavage doit pouvoir être revisitée aussi. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu des individus qui, à des moments donnés, ont réellement vendu leurs frères, mais il s'agit de voir quelle en était l'ampleur. Lorsque vous avez à peine 1%, moins d'1% d'une population qui a pactisé avec l'Occident pour donner dans cette horreur historique, on ne peut pas après la généraliser. Justement, on ne parle presque jamais de toute la résistance que nos ancêtres ont pu mener pour montrer que l'esclavage n'était pas un fait accepté et admis, au point aujourd'hui de le faire passer comme un fait culturel qui faisait partie même de nos mœurs. Ça, c'est absolument faux. Et ça, ce sont des corrections qu'il faut apporter à l'histoire. Et je compte bien sûr les historiens. Je n'en suis pas un, mais je crois que les documents aujourd'hui sont là, sont à la portée de tout le monde. Et tout le monde peut les lire. Et donc, je pense que ce sont des choses qu'il nous faut corriger. Il y avait des captifs et justement, tout était mis en place pour que l'on puisse fournir, maintenant le terme esclave dans le cas d'espèces, pour qu'on puisse fournir des esclaves aux colonisateurs pour qu'ils aillent travailler ailleurs dans les champs et construire et enrichir l'Occident tel que nous le voyons aujourd'hui. On va donc progresser dans les extraits que voilà, vous nous donc proposez. Je vous disais que ces manuels-là nous ont laissé des textes qui montrent en fait comment est-ce que le système éducatif a contribué à travers
la diffusion de ces textes-là, disons, a lessivé un peu notre cerveau, mais surtout a toujours nous fait croire que le bonheur, c'est toujours dehors, que le bon, c'est toujours dehors, que ce qui est magnifique, c'est toujours dehors. Et vous avez donc, dans Mamadou et Bineta, les notions de grandeur de la France sur les pays africains, qui est très clairement exprimé. Et donc, un des textes dit ceci, je le prends comme ça un peu au vol, à partir de ce passage-là, je le lis, et des villes immenses, dont chacune compte presque autant d'habitants qu'une des colonies de l'AOF. Tu as certainement entendu parler de la plus grande de toutes, Paris, la capitale, une ville si belle que les étrangers de tous les pays veulent venir la voir au moins une fois pendant leur vie. Et ce n'est pas faux jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas faux. C'est pour ça que, une fois, j'ai pu dire, on comprend à travers ce genre d'engouement, à travers ce genre de description, à travers ce genre d'encensement de Paris, que pendant longtemps, et même aujourd'hui encore, que les jeunes aient envie de voir Paris et mourir par la suite. Vous voyez, et ça, c'est à travers les manuels qu'on a. Le texte continue et dit ceci. Et sais-tu, enfant, ce que te demande la France en échange de tant de bienfaits? Elle te dit, travaille, je t'aiderai et tu deviendras riche. L'an prochain, quand tu seras capable de lire un livre plus difficile que celui-ci, tu apprendras tout ce que la France a fait dans les colonies pour les enfants noirs et pour leurs parents. Alors tu comprendras encore mieux que maintenant combien tu dois l'aimer. La France, bien entendu. Tu tâcheras de devenir ce qu'elle veut que tu sois. Je pense que on voit là le conditionnement psychologique se mettre en place sur la trop forte dépendance que nous avons de l'approbation de l'Occident à faire un certain nombre de choses. Et qu'il vous souvienne, Cheikh Anta Diop, dans une des questions qu'on lui a posées et dans la réponse qu'il a pu donner à la suite d'un colloque qu'il a eu à Niamey en 1985, il a dit « La vérité sonne blanche ». Parce que peu importe ce que nous faisons, nous continuons d'attendre toujours l'approbation de l'Occident avant de nous rassurer que ce que nous faisons est juste et vrai. Et aujourd'hui encore, on a le sentiment que les choses n'ont pas réellement bougé. La vérité sonne toujours blanche. Et pourquoi? En partie à cause de ce genre de textes qu'on nous a inculqués et qui nous ont fait croire que il n'y a que de l'autre côté que peut venir la vérité. À vous écouter, des jeunes vont se dire que après tout, ce n'est pas faux, parce que jusqu'aujourd'hui, on a de ces jeunes-là qui cherchent à tout prix à aller à l'Occident pour se faire la belle vie. Oui, parce que en fait, fondamentalement, les contenus de nos manuels scolaires n'ont pas changé. Donc c'est quelque part toujours ce que nous transmettons. Permettez-moi un dernier texte que j'ai envie de partager avec les auditeurs. On est toujours là avec mon ami Kofi. On est avec le manuel Mon ami Kofi. Et un passage du texte dit ceci. C'est une conversation. D'accord, c'est une conversation que deux personnes ont et Kofi en l'occurrence demande, je lis donc le texte, Est-ce un grand pays la France? Demanda Kofi. Oui, c'est un grand pays. Il vous est difficile, mes enfants, de vous imaginer la France. Sachez que c'est un pays où l'on travaille avec courage et persévérance et c'est une grande nation. Pour vous, mes enfants, la France a fait beaucoup. Ne l'oubliez pas. Autrefois, votre pays était moins prospère. Il avait des sentiers, non des routes. On ne voyageait qu'à pied. Vos commerçants n'avaient pas de marchandises variées comme aujourd'hui. Il n'y avait ni jouets, ni hôpital, ni école. Vous n'auriez pu apprendre à lire. Oui, grand-père me l'a répété souvent, dit Kofi. T'a-t-il dit aussi qu'avant l'arrivée des Français, les villages étaient souvent en guerre, les plus forts pillaient les plus faibles, volaient leurs troupeaux. Après les combats, les vainqueurs emmenaient les vaincus à l'esclavage. Des parents étaient quelquefois séparés pour toujours. Actuellement, la paix règne dans toutes les colonies françaises. Vous pouvez voyager sans peur le soir, vous vous endormez sans crainte. À qui le devez-vous, mes enfants? À la France. Oui, à la France. Ne l'oubliez jamais. Vous voyez, d'abord, il revient un certain nombre de textes de Mamadou et Bineta, encore qui sont répétés ici dans Mon ami Kofi. Donc, on revoit à peu près le même schéma. Et on nous convainc de ce que, justement, avant le contact avec la France en l'occurrence, il n'y avait ni sentier, il n'y avait ni route, il n'y avait ni hôpital, il n'y avait absolument rien. Eh bien, croyez-moi, si vous retournez dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire du Dahomey, vous découvrirez tout ça. Si tout ça existait, pourquoi dans les manuels on a travaillé à nous faire croire
qu'il n'y avait absolument rien si ce n'était pas pour nous prédisposer psychologiquement, si ce n'était pas pour nous modeler psychologiquement. Donc voilà comment est-ce que progressivement, à travers ce genre de textes qui se répétaient à longueur de journée et qui se répétaient au fil des ouvrages qui étaient proposés, parce que nous sommes en train de monter là progressivement, et bon, l'émission a une durée de temps, je ne pourrais pas tout lire, mais si on parcourait au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir que tous ces textes-là sont demeurés encore aujourd'hui d'une manière ou d'une autre et sous d'autres formats. Pourquoi ceux qui étaient destinés à réciter ces textes à longueur de journée n'ont pas pu s'opposer à ces idées, à ces manières de penser? Parce que les manuels scolaires étaient rédigés pour la plupart du temps en France, en Europe, en France en l'occurrence, pour ce qui concerne le Bénin, les manuels étaient rédigés en France. Donc quand ils viennent, ils l'imposent, et puis après les inspecteurs devaient aller prendre leur grade là-bas, et puis de toutes les façons, quand vous avez été formé de cette manière-là, il faut vraiment tomber sur des informations vous emmenant à vous poser des questions pour commencer à vous remettre en cause. Mais s'il n'y a pas d'archives vous permettant d'y accéder, c'est difficile. Et de toutes les façons, il y a après une implication, une gestion politique des manuels scolaires et des supports didactiques qu'il faut aussi appréhender et qui n'a pas toujours facilité la possibilité de véritablement construire des textes nouveaux pour nous-mêmes. Nous en sommes, dans les pays africains, depuis quelques années, à une réécriture de nos histoires. Mais une fois qu'on a réécrit nos histoires, il faut par la suite que les manuels scolaires soient adaptés en conséquence. Et je crois que depuis, je le dis depuis un moment maintenant, depuis 1974, à la suite du colloque du Caire, où les thèses de Cheikh Anta Diop ont été reconnues comme pertinentes et vraies, Cheikh Anta Diop n'avait demandé qu'une seule chose, que les manuels scolaires soient repris, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Donc c'est partout pour que la vérité historique soit partagée. Mais vous voyez bien qu'il y a comme une sorte de volonté manifeste à ne pas corriger les manuels scolaires parce que cela répond à un objectif. Et l'objectif, dans le cas d'espèce, c'est d'entretenir l'amnésie des Africains et précisément des Béninois ici. Quand on sait que ces textes-là ne disaient pas la vérité, que c'était pas historique tout ce qui est dit, et qu'on a la possibilité de les corriger, qu'on ne les corrige pas, eh bien, on peut conclure qu'il y a une volonté d'entretenir donc l'amnésie collective. Vous faites une belle transition vers la question suivante que je voudrais bien vous poser. On a entendu quelqu'un comme Victor Hugo dire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Il n'est pas le seul Européen ou le seul Français à penser de cette manière-là. Est-ce que ce n'est pas aussi pertinent et que nous-mêmes, on devrait écrire notre histoire pour faire ces genres d'allégations qui nous maintiennent dans des fausses idées? C'est de cela qu'il s'agit. Et vous voyez bien que, curieusement, plus les années passent et plus les jeunes sont de moins en moins au courant réellement de l'histoire de l'Afrique. Parce que justement, les manuels scolaires nous conduisent là. C'est vraiment curieux. Plus le temps passe et plus les jeunes, les plus jeunes, déjà on avait entretenu au niveau de nos aînés une certaine méconnaissance de l'histoire. Et cette méconnaissance de l'histoire se renforce au fur et à mesure que les années passent, au point où il y a des informations, quand vous les donnez, on vous regarde un peu de façon curieuse parce que on a tout le temps été abreuvé à une source qui ne nous donnait pas la vraie histoire. Mais vous dites bien de dire que Victor Hugo a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Victor Hugo l'a dit en 1879 dans son discours sur l'Afrique. Je vais vous lire encore quelques passages un peu plus sidérants encore de ce texte de Victor Hugo et vous verrez. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en 2007, permettez-moi quand même, parce que ce sont des faits, je ne fais que les rappeler. En 2007, le président de la France d'alors, Nicolas Sarkozy, a dit à l'université Cheikh Anta Diop que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Si je vous dis ça, c'est pour vous montrer en fait comment est-ce que depuis Victor Hugo, et peut-être même bien avant, jusqu'à aujourd'hui, le mythe de l'Afrique sans histoire est entretenu. Pourtant, la documentation aujourd'hui, elle est massive. Elle est massive. Et vous serez surpris de voir que l'Afrique, en fait, a tout initié, a tout inventé. Mais pour revenir à votre question, puisque c'est de cela qu'il s'agit, Victor Hugo, on devrait peut-être mettre aussi ce genre de texte à l'étude à l'école pour que les gens comprennent réellement le discours de Victor Hugo qu'il a tenu. Parce que ce discours-là, ce n'est pas seulement en 2007 que Nicolas Sarkozy l'a repris. Et même après Victor Hugo, il y a eu aussi Hegel qui l'a dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et nous-mêmes, je me rappelle malheureusement de ce rapport-là écrit par Zinsou et Védrine en 2013, décembre 2013, de début 2014, je crois, si ma mémoire est bonne, où on dit aussi que l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Donc vous voyez, ces discours-là, quand ils sont entretenus, ils ne font que montrer une chose, qu'il y a une culture
de l'amnésie collective dont je parlais. On va préciser Zinsou et Védrine pour ceux qui ne les connaissent pas. Lionel Zinsou, le même Lionel Zinsou que nous connaissons, c'est notre compatriote béninois qui a été ici, qui a occupé des postes politiques ici. Il a écrit un rapport, avec Hubert Védrine, Thiam. J'oublie le titre du rapport, mais on peut le retrouver facilement en 2013, qui a été publié en fin 2013, et dans lequel il proposait une stratégie à la France pour reconquérir à nouveau l'Afrique. Et non seulement toutes ces choses-là ont été écrites, mais après il l'a dit officiellement. J'espère qu'aujourd'hui il relit un peu mieux l'histoire de l'Afrique et qu'il réapprécie lui-même ses propos, je l'espère. Mais sinon c'était pas vraiment heureux d'entendre ça. Allez-y. Bon. Alors Victor Hugo a effectivement dit que l'Afrique n'a pas d'histoire dans son discours sur l'Afrique, mais il n'a pas que dit ça. Je peux même aller un peu plus loin. Ça, je vous lis juste un petit morceau choisi comme ça. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie. Un peu plus loin, il dit, au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Je répète, au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Et je rappelle, quand il prononçait son discours, qu'il y avait assis à côté de lui, celui-là qui aurait prétendument aboli l'esclavage, à savoir Victor Schœlcher. Il était assis à côté de lui. Et l'esclavage venait d'être aboli, je crois que c'était en 1848, si ma mémoire est bonne. Donc il fait son discours en 1879 et il dit ça. Autrement dit, c'est le blanc qui donne au noir le statut d'homme. Et le grand Victor Hugo tient ces propos-là. Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, il continue, au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Refaire une Afrique nouvelle. Rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation. On entretient toujours le mythe de l'Afrique barbare. Tel est le problème. L'Europe le résoudra. C'est toujours Victor Hugo qui parle. Et il conclut son discours en disant « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup, résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Allez, faites, croissez, colonisez, multipliez. » Il faut préciser que c'est un poète qui parle et le mot a un poids, un sens là. Merci d'attirer l'attention là-dessus. Et si on pouvait faire un commentaire composé, comme on a pris l'habitude de le faire au secondaire, vous verrez que de ce texte-là, il y a beaucoup à dire. Et je pense, en toute humilité, que pour ne pas revivre l'histoire, c'est le genre de texte qu'on devait enseigner à nouveau dans nos classes. Non pas pour entretenir une sorte de haine qui ne serait pas opportune aujourd'hui. Ce n'est pas dans cette intention que je rappelle ces propos. Vous voyez, quiconque méconnaît son histoire prend le risque de la revivre. Et je rappelle toujours que les peuples qui ont connu des génocides, qui ont connu des massacres, qui ont connu des drames, s'échinent toujours à enseigner cela à leurs enfants afin que ceux-ci prennent des dispositions. D'abord, non seulement connaissent l'histoire, parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas non plus vous projeter correctement dans le futur. Et cette méconnaissance de notre histoire, j'ai la faiblesse de penser depuis quelques années maintenant où je me suis un peu plus investi à travers les recherches en éducation, surtout en histoire de l'éducation. J'ai la faiblesse de penser que nous devons revenir sur ces textes-là et les apprendre et les enseigner. Non pas pour entretenir une haine, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas lieu d'être, mais justement pour prendre des dispositions pour que ces choses-là ne nous arrivent plus. Parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas prendre des dispositions. Quand on sait, on peut justement se préparer, on peut justement agir en conséquence. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart de ces peuples, comme j'étais en train de le dire, qui ont connu des drames, font en sorte de les enseigner à leurs plus jeunes enfants. Et nous avons des choses qui nous sont arrivées, mais dès qu'on commence à les rappeler, tout de suite les gens, non seulement vous rangent dans une sorte d'individu haineux qui n'a pas envie de dépasser les choses, alors même que nous n'avons pas encore pu curer véritablement les plaies qui sont les nôtres, c'est tant et que ce sont des plaies. Ou alors, deuxièmement, on se dit ce n'est pas important, on dit ce n'est pas utile. Ça ne sert plus à rien, il faut aller de l'avant. Mais s'il faut aller de l'avant, pourquoi il n'y a qu'en Afrique qu'on fait ça? Pourquoi tous les autres peuples enseignent leur histoire, refusent d'oublier leur passé
transmettent toujours de génération en génération ce qui leur est arrivé, ce qui a été. Et puis bon, quand il s'agit de l'Afrique, tout le monde a envie de s'accorder sur le fait qu'il faut oublier, aller de l'avant. Moi, je suis très surpris, je ne suis pas historien, je ne suis pas juriste, mais je suis très surpris de constater que très peu de gens, encore que moi-même je l'ai appris très tard aussi, mais très peu de gens connaissent réellement ce que c'est que le Code noir et son contenu. Ce sont là des documents que nous devrions normalement appréhender. On va revenir sur ces précisions d'ici là, mais avant, dites-nous, ces acteurs dont nous parlons, on a parlé de Hugo, vous avez donné l'exemple de Hegel, est-ce qu'il y a d'autres qui ont participé à ce forfait? Et d'ailleurs aussi, on aimerait bien connaître les auteurs de ces livres qui nous maintiennent dans cette idée de barbarie et tout. Ils sont nombreux, honnêtement. Croyez-moi, on n'aurait pas idée du nombre important d'auteurs qui ont travaillé à rabaisser psychologiquement l'Africain. Ils sont vraiment nombreux. On ne peut pas tous les citer ici. On peut même également étudier comment cette haine de l'Africain a commencé, si tant est que par le passé, l'Africain a tout apporté à l'humanité. Comment s'est-il fait que, à partir du 15e siècle, il y a eu cette haine et cette hargne à vouloir esclavagiser l'Africain? Est-ce que vous avez un début de réponse? Le début de réponse se trouve encore une fois de plus dans l'histoire. Parce que d'abord, l'Égypte n'est pas la civilisation d'où tout est parti, mais c'est plutôt la civilisation qui a cristallisé l'apogée civilisationnelle du peuple noir. Parce qu'avant l'Égypte, il y avait la Nubie. Avant la Nubie, il y avait la région des Grands Lacs, d'où la science est partie. Il y avait un certain nombre de manifestations scientifiques et culturelles qu'il serait utile de rappeler. Mais quand on parle de l'Égypte, c'est parce que pendant près de 5000 ans, l'Égypte a cristallisé de fort belle manière cet apogée scientifique-là. Mais ensuite, l'Égypte elle-même a commencé à décliner. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas historien. J'aurais un peu de mal à vous donner des dates précises, mais de façon globale, je sais que l'Égypte a commencé déjà à décliner à travers les multiples attaques que les Égyptiens d'alors, noirs comme vous et moi, donc qui étaient des nègres, ont subi. Et cette agression a continué jusqu'à la Grèce avec Alexandre le Grand et après avec Rome et tous les Césars qu'il y a eu. Et donc cette Afrique puissante déjà affaiblie a été définitivement à terre avec l'invasion arabe en 639. Bon, à partir de là, nous avons perdu ce que les historiens appellent l'initiative historique. Mais avant 639, puisque déjà à partir de moins 300, avec l'arrivée des Romains, des Grecs, et par la suite, vers autour de moins 30 des Romains, l'Égypte avait déjà commencé à décliner. Il y a progressivement commencé à avoir une perte de tout ce que nous avons pu initier. Mais quand, à partir de Claude Gallien, qui est un médecin philosophe grec du IIe siècle, on a commencé à avoir une description négative du noir dans les documents, eh bien, on a embouché la trompette de la négrophobie qui s'est amplifiée avec toutes les autres agressions et qui par la suite aussi, il faut le dire, a été renforcée par la bulle papale de 1454 qui justement a lancé la vague de l'esclavage. Parce que c'est dans la bulle papale de Nicolas V en 1454 que pape Nicolas a demandé au roi du Portugal d'aller esclavagiser, d'aller mettre en esclavage perpétuel les Noirs. Et donc, depuis ce temps, nous sommes dans ce cycle infernal de méconnaissance de notre histoire et de reniement du noir en tant qu'individu. Vous savez que la conférence de Valladolid, on était déjà en 1500 poussières, la conférence de Valladolid s'est penchée sur la question de savoir même si le noir avait une âme. On a décrété que le noir n'avait pas d'âme, donc le noir pouvait être sujet à l'esclavage parce qu'il n'était pas un homme, il était considéré moins même qu'un bien cheptel. Il était une chose. Et c'est ce que justifie par la suite le code noir. Professeur Yelindo Patrick Huessou, c'est la fin de cette émission. On n'a pas eu le temps de parler du code noir. Ça viendra dans un autre numéro. Donc je vous remercie. Il faudrait plusieurs émissions, beaucoup d'émissions. C'est vrai, nous manquons de temps. Mais il faut de temps en temps que nous puissions avoir ces sorties-là afin de montrer la nécessité pour nous de véritablement reprendre de fond en comble les contenus de nos supports didactiques. Merci à vous, Yelindo Patrick Huessou, professeur titulaire des universités, enseignant au département des sciences de l'éducation et de la formation
formation, actuel vice-recteur chargé des affaires académiques. Là, nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi et ici à Crystal News. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Cette émission était en collaboration avec Virgile Arouansé et Samuel Rundio. Quant à moi, Edouard Nyansounou, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine.